L'énergie électrique est tellement présente dans nos vies à l'heure actuelle qu'on finit par l'oublier. Mais qu'est-ce qu'au juste l'électricité? Alors pour mieux comprendre ce phénomène, il faut revenir à l'atome. L'air, l'eau, les êtres vivants et les matériaux comme les fils électriques sont tous formés d'atomes. L'atome est constitué d'électrons qui tournent autour d'un noyau, un peu comme un satellite, autour de la Terre. Les électrons de certains matériaux, comme le cuivre, peuvent facilement quitter leur orbite. On appelle ces matériaux des matériaux conducteurs. Et que se passe-t-il quand un électron quitte son orbite? L'électron se déplace tout simplement vers le noyau d'un autre atome, son copain d'à côté. Et quand les électrons se déplacent, on dit qu'il y a un courant électrique. Mais comment peut-on pousser les électrons à se déplacer dans un même sens afin d'exploiter justement ce phénomène physique? Alors, voici un aimant naturel. Les aimants ont un pôle nord et un pôle sud. On voit ici les lignes de force du champ magnétique. Quand on place deux aimants l'un près de l'autre, ils peuvent s'attirer ou se repousser. Il y a donc quelque chose entre les deux qui permet ce déplacement. Alors cette chose, c'est le champ magnétique. Celui-ci aura aussi des effets sur les électrons. Et quand on déplace un aimant près d'un conducteur comme un fil de cuivre, le champ magnétique attire ou repousse les électrons que contient ce conducteur. Ce mouvement des électrons, c'est l'électricité, évidemment, vous l'aurez compris. Mais d'où provient l'électricité que nous utilisons tous les jours? Alors empruntons le chemin de l'électricité vers le cœur de sa source de production, donc les centrales électriques en France. L'électricité provient d'alternateurs gigantesques qu'on retrouve dans les centrales électriques françaises qu'EDF nous fournit. Les alternateurs fonctionnent exactement sur le même principe qu'on a évoqué juste avant, le principe de l'aimant et du fil de cuivre. Alors voyons comment. Un alternateur a deux constituants principaux, le rotor qui est en rotation et le stator, lui, qui est immobile. Sur le rotor, on retrouve une série d'aimants que nous appellerons pôles. Le stator, lui, est constitué de plusieurs barres de cuivre. Pour simplifier, voyons ce qui se produit avec un seul aimant, une seule barre de cuivre. Alors, il ne suffit pas d'approcher l'aimant de la barre de cuivre pour produire du courant. Parce que sans mouvement, il n'y aura pas d'électricité. Voyons maintenant ce qui se passe si on met notre aimant en rotation. Quand on fait tourner l'aimant à proximité de la barre de cuivre, le champ magnétique provoque un mouvement des électrons, donc de l'électricité. Alors on pourra en déduire en fait finalement que c'est pas le magnétisme qui va créer le déplacement des électrons, mais plutôt les variations de champ magnétique qui vont créer des variations de mouvement d'électrons et donc de l'électricité. Alors revenons à notre rotor, il provoque exactement le même effet qu'un aimant, mais il est composé d'électroaimants, c'est-à-dire d'aimants non naturels que l'on peut fabriquer en plaçant un noyau métallique à l'intérieur d'une bobine de fil conducteur, et lorsqu'on fait circuler un courant dans la bobine de fil, il va se créer un champ magnétique très similaire à celui d'un aimant. Le principal avantage d'un électroaimant est qu'on peut contrôler donc la force de son magnétisme en modifiant la valeur de l'intensité circulant dans ma bobine. Il y a plusieurs électroaimants sur le rotor et tour à tour, ils attirent et repoussent les électrons qui se trouvent dans les barres de cuivre du stator. L'alternateur peut donc faire fonctionner des millions d'ampoules. Mais comment fait-on tourner un rotor aussi lourd? Certainement pas avec un moteur, ce serait sûrement pas avantageux. En France, c'est surtout la force mécanique de l'eau pour les centrales hydroélectriques, de la vapeur pour les centrales thermiques et nucléaires et du vent pour les centrales éoliennes qui vont faire tourner le rotor en frappant les pales de sa turbine et en la faisant tourner. La turbine entraîne l'arbre dans son mouvement de rotation et comme le rotor est également fixé à l'arbre, il peut tourner autour du stator et provoquer le champ magnétique variant et donc le mouvement des électrons. Mais les électrons qui sont déplacés ne font pas toute la route de la centrale au point d'utilisation. En fait, les électrons vont bouger dans les fils par effet domino. C'est un électron qui va en pousser un autre, qui lui-même poussera le suivant, et cette réaction en chaîne aura lieu jusqu'au point d'utilisation. L'électricité est un phénomène invisible que l'on ne pourra pas voir mais que l'on pourra mesurer. La puissance va s'exprimer en watts et elle va dépendre de deux phénomènes, la tension et l'intensité du courant. Par analogie, on pourrait dire que la tension correspond à la vitesse à laquelle une voiture va rouler sur l'autoroute. Cette tension se mesure en volts. Et puis l'intensité du courant, elle pourra se comparer à la quantité d'automobiles qui franchissent en même temps une borne sur l'autoroute. L'intensité, elle, va se mesurer en ampères et la multiplication de la tension et de l'intensité vont permettre d'établir la puissance en watts. On peut comparer la puissance à la capacité de l'autoroute à faire circuler un plus grand nombre d'automobiles et si on mesure combien de voitures ont circulé durant une heure, on obtient l'énergie consommée. L'énergie, c'est la puissance échelonnée sur une période de temps. Prenons un autre exemple.
La puissance d'une ampoule fluocompacte de 25 watts correspond à sa capacité à nous éclairer. Par ailleurs, si cette ampoule fluocompacte demeure allumée pendant 4 heures, elle aura consommé de l'énergie, soit 100 Wh. Après 40 heures, c'est un total de 1000 Wh ou 1 kWh qu'elle aura consommé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo traitant de l'électricité. Merci beaucoup et à très bientôt.